Déjà dit, je suis doctorante au Centre d'économie sociale. Et voilà, ma thématique, c'est principalement les circuits courts. Donc, je ne suis pas une experte de la logistique ni de l'e-commerce, mais voilà, il y a pas mal de dynamiques circuits courts, donc plutôt alimentaires, qui me permettent d'avoir un certain regard sur ce qui se passe pour le moment et de vous proposer des pistes, voilà, des pistes pour la logistique. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord mon constat que je vais dire non exhaustif pour le circuit court et ce qui va me permettre après de tirer quelques petites conclusions, mais voilà, non exhaustives, plutôt humbles de mon point de vue. Alors, l'e-commerce et le circuit court, eh bien, en fait, c'était pour beaucoup d'organisations de circuits courts le point de départ, en fait, de nombreuses initiatives avec ce qu'ils ont appelé des points relais et de ralliement. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de la coopérative Ardente à Liège, SBICO, Paysans Artisans, Point Ferme, Cocorico. Voilà, ce sont tous des projets qui ont commencé par de l'e-commerce, en fait. Et qui ont, si vous voulez, développer une centrale d'achat. Les clients passent commande via l'e-commerce et puis à la centrale d'achat, on fait des paniers qui sont ensuite redistribués dans des points de ralliement où les gens viennent chercher leur panier. Donc, c'est ce type de logistique qui a été mis en place. Donc, voilà, par exemple, l'exemple de l'e-shop de Cocorico où vous choisissez vos produits pour une certaine date et ensuite vous allez au point de ralliement les chercher. Et ça, par exemple, c'est le petit dessin qu'avait proposé Paysans Artisans. Donc, vous voyez qu'on passe commande jusqu'à un certain jour et puis on a certains types de points de ralliement pour aller chercher sa commande. Donc, voilà comment beaucoup d'initiatives de ce style ont commencé. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inédit ou qui devrait encore se lancer au niveau du circuit court. Maintenant, il y a déjà, à mon avis, avant Covid, on constatait une stagnation, voire une diminution des commandes en ligne. Ça n'avait plus autant de succès qu'au tout début. Et donc, toutes ces dynamiques ont commencé à réfléchir à une ouverture de magasins et donc à aller petit à petit vers un autre débouché, les magasins. Alors, tous ne le font pas, hein, dans ceux qui sont ici, mais moi je parle de beaucoup, enfin de la masse d'initiatives en Wallonie. Donc, par exemple, Paysans Artisans a développé un magasin et vous voyez que sur Liège, les petits producteurs, ils ont directement lancé le magasin, alors que la coopérative Ardente était déjà là et avait déjà lancé la vente en ligne. Donc, voilà, il fallait diversifier les canaux. Et puis, une soudaine remontée en flèche grâce au Covid, malheureusement qui n'a pas duré, mais qui a quand même montré l'intérêt de la vente en ligne et de rester quand même sur ce canal de distribution. Alors malheureusement, on est quand même encore très loin dans le circuit court de la grande distribution, que ce soit à tout point de vue, je veux dire en chiffre d'affaires, en termes de quantité de vente, enfin voilà, ou même dans l'e-commerce directement. Et donc, mon constat, qui est ici vraiment pas du tout exhaustif, mais qui va nous permettre un peu d'avoir du grain à moudre par rapport à la logistique e-commerce et aux possibilités avec d'autres types de commerces locaux, c'est tout d'abord que du côté des consommateurs, il y a un problème, notamment sur, comme je viens de vous montrer dans le dessin, voilà, il y a un jour de commande, il faut commander pour un certain jour, puis il y a un délai de préparation de la commande et une livraison où il faut même aller la chercher et qui est relativement limitée. Donc, vous devez commander pour un certain jour, aller chercher à un certain endroit à un moment assez limité. Vous ne pouvez pas décider, ah tiens, on est lundi, je vais commander jeudi, ah, je n'ai pas fait ma commande lundi. Enfin, voilà, vous comprenez. Il y a une certaine limite pour le consommateur et donc ça demande une organisation avec aussi une offre qui est incomplète. Donc, on ne peut pas faire tous ces achats sur le même site. Et puis, il y a un certain nombre de verrous sociaux. J'ai quand même voulu les citer ici, donc, parce que là, c'est 3 points, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais dans les verrous sociaux, on a notamment le circuit court est plus cher ou l'idée que, ou le constat qu'on fait aujourd'hui que le budget de l'alimentation pour les ménages se réduit par rapport à ce qu'il était précédemment.
Ça sont plutôt des verrous sociaux sur lesquels le circuit court a très peu d'impact et de prise. Et côté des entreprises, qu'est-ce qu'on constate qui fait qu'on est encore très loin de la grande distribution? Ben, c'est un certain nombre de maillons manquants dans la chaîne. Et ça, que ce soit en amont ou en aval de la vente. Donc, vous avez des maillons manquants, par exemple, pour la préparation de certains types d'aliments. Donc, ça, c'est typiquement circuit court alimentaire. Par exemple, aujourd'hui, il manque d'abattoirs. Les viandes, si on veut qu'elles restent à un niveau local, sont obligées d'être envoyées relativement loin, puis de revenir, ce qui va un peu à l'encontre du circuit court. Il manque, au niveau de la filière pain, il manque assez bien, les céréales ne sont pas toujours produites de manière courte. Il manque des meuniers. Enfin, voilà, au niveau de différentes filières, il manque certains maillons de la logistique qui permet de rester dans la promesse du circuit court. Et on a aussi des maillons manquants qui sont plus dans une logistique, je vais dire, que ce soit la livraison. Par exemple, livrer du frais. Aujourd'hui, si on veut livrer du frais, il faut un camion frigorifique. Il faut, et si le camion transporte à vide, eh bien, en termes de rentabilité, c'est très compliqué. Et même en termes écologiques, ce n'est pas forcément toujours très intéressant. Et en fait, tout ça est lié à un problème de volume insuffisant pour les investissements qui sont nécessaires. Et donc, quand on parle de volume par rapport à des investissements, on parle bien d'économie d'échelle, constat que vous aviez déjà fait précédemment. Difficile pour le circuit court de faire des économies d'échelle aujourd'hui. Et en fait, c'est un peu un problème du serpent qui se mange la queue, puisque côté consommateur, on ne sait pas, enfin, on est face à un certain nombre de blocages, un certain nombre de barrières qu'il faut qu'on ne peut pas acheter le même volume que ce qu'on fait dans la grande distribution. Et côté entreprise, eh bien, on n'a pas assez de volume pour investir. Et en même temps, si on n'investit pas, on n'aura pas plus de volume. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, de ce constat très, très, très général, parce que la logistique a beaucoup d'aspects différents, bien, comment est-ce qu'on peut générer des économies d'échelle? Ici, toujours, je parle pour le circuit court et de mon humble expérience. Alors, premièrement, un pas de côté, tiens, comment est-ce que la grande distribution a fait pour permettre des économies d'échelle? Bien, on a constaté qu'ils ont des infrastructures colossales et c'est notamment via des stratégies d'intégration verticale et horizontale. Ça veut dire, petit à petit, on grandit parce qu'on intègre nos concurrents dans la même entreprise, donc on a plus de volume de vente du coup, et on intègre les producteurs et les maillons de la chaîne en amont, on les intègre également dans la même société afin de faire une logistique qui est partagée pour tout ça. Et on obtient ce qu'on connaît, quelques grandes enseignes qui se partagent 75% du marché. Alors, je n'ai pas trouvé une source super fiable, mais grosso modo, vous avez Colruyt qui a 32% du marché, Delhaize qui en a 24% et Carrefour qui suit avec 22%. Et puis après, vous avez toutes les autres enseignes, dont le circuit court et les épiceries un peu plus indépendantes. Alors, OK, ça c'est pour la grande distribution. Est-ce que pour le circuit court, on imagine vraiment une intégration verticale et horizontale de la même ampleur qui permette de maintenir ce qu'on appelle parfois la promesse de différence du circuit court, c'est-à-dire le côté proximité avec le producteur, proximité avec le consommateur, proximité de valeur, etc. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer une intégration verticale et horizontale de la même ampleur que la grande distribution sans tomber dans les travers de la grande distribution? Donc, ça paraît pas, a priori, la réponse est vraiment très délicate et du coup, ça paraît pas forcément être la meilleure solution. Mais ce qu'on voit apparaître, émerger à gauche, à droite, ce sont plutôt des initiatives de mutualisation à tous les échelons qui permettent de faire des économies d'échelle sans forcément rentrer dans des mécanismes d'intégration et de grosses sociétés holding. Voilà. Alors, vous avez par exemple les CUMA. Les CUMA, c'est du matériel agricole qui est partagé entre producteurs. Donc, ça, c'est au niveau de la production. Vous avez des groupements d'employeurs
qui permettent de partager le temps de travail entre différentes sociétés. Et ça, j'y reviendrai plus tard dans un exemple. Et puis, vous avez peut-être déjà entendu parler du réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers, le RATAV, qui a lancé Terre d'Herbage. Donc, c'est le cycle de Terre d'Herbage qui, en fait, cherche à faire de la logistique pour les épiceries en circuit court. Et donc, c'est un rassemblement, en fait, de toute une série d'initiatives. Ça ne veut pas dire qu'elles se sont rachetées l'une l'autre, mais elles se sont rassemblées. Vous avez la ceinture alimentaire Charleroi Métropole, du côté de Charleroi, et le collectif 5C, qui est donc le collectif de coopératives citoyennes en circuit court, qui est moi, personnellement, l'objet que j'ai beaucoup étudié jusqu'ici. Alors, il y en a beaucoup d'autres, hein, ce n'est qu'un exemple. Et donc, par exemple, ça a décidé de rejoindre 5C et qui, ensemble, réfléchissent aujourd'hui à mutualiser différents aspects. Ça va d'un site de vente en ligne qui leur permet en fait de mutualiser les coûts du site à aujourd'hui des discussions sur une logistique partagée par rapport à, de l'échange de produits, à des hubs logistiques à certains endroits pour faire du stockage, etc. Enfin, des questions de logistique beaucoup plus précises sur lesquelles ils aimeraient bien partager les coûts et en bénéficier tous ensemble. Ce qui m'amène du coup à revenir à la question des économies d'échelle pour l'e-commerce local, puisque bon, ce n'est pas tout à fait la même dynamique que les circuits courts. On peut rester entre circuits courts, mais pourquoi pas, en effet, ouvrir la porte, intégrer tout ce qui est commerce local. Il y a quand même une proximité, justement, de valeur sur la question de la proximité. Du coup, pour moi, c'est une piste de réflexion, et je pense que beaucoup la partagent, c'est la mutualisation. Alors, on voit déjà des débuts dans le cadre dans le cadre de la vente en ligne, pardon. Et donc, vous avez, comme je l'ai dit, au sein de 5C, un partage pour ceux qui font un système de points relais, mais donc c'est très spécifique, il y aurait moyen d'élargir ce système. Et Copitizi, qui est une coopérative qui essaye également de mettre en place des systèmes un peu pour les coopératives à travers toute la Belgique. On pourrait imaginer plus de mutualisation logistique de livraison. Alors, j'imagine que mon co-conférencier de Rayon 9 pourra plus vous en parler. Et vous connaissez peut-être l'initiative Urbike à Bruxelles, qui sont aussi des initiatives qui pourraient permettre en fait de faire les livraisons entre différents endroits. Et ce que j'avais vraiment envie de présenter aujourd'hui, et le point d'attention pour moi, c'est potentiellement des mutualisations donc multisectorielles. Moi, je vous parle de mon point de vue circuit court, où voilà, on a appris beaucoup de choses sur les mutualisations en circuit court, et il y a des choses qui sont spécifiques au circuit court. On ne va pas faire de la mutualisation je vais dire, d'abattoir avec le libraire du coin, ça n'aurait pas de sens. Mais voilà, mais il y a des mutualisations qui pourraient être multisectorielles intéressantes. Alors, j'ai envie de vous présenter un exemple qui n'est justement pas vraiment multisectoriel, mais qui pourrait le devenir. Donc, c'est un extrait du site de Paysans Artisans, qui est une coopérative namuroise, et où en fait ils ont mis en place un groupement d'employeurs. Donc pour moi, ça c'est typiquement une mutualisation qui permet de surmonter le problème du serpent qui se mange la queue. Parce que c'est ce que je vous présentais tantôt, il y a un problème de volume, il y a un problème d'investissement, mais c'est un serpent qui se mange la queue. Et ici, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont parvenus à mettre en commun des emplois, donc quelque chose aussi abstrait qu'un emploi, parce que donc, les producteurs, donc si vous lisez ici, lors de réunions, avec les producteurs, nous avons fait le constat que certains d'entre eux avaient besoin d'être aidés, soit de manière récurrente pour un temps de travail peu important ou variable, soit en raison de manière ponctuelle, blablabla. Et donc, l'idée, c'était de mettre des emplois en commun afin que de temps en temps, ils aillent chez les producteurs, mais qu'ils se partagent leur temps de travail sur plusieurs producteurs. Et aussi, c'est ce qu'on voit ici, en fait, ils viennent assembler dans la coopérative. Donc, je vous ai parlé de ces systèmes avec des points relais où on commande en ligne et puis on a un panier qui est envoyé dans un point relais. Eh bien, il faut tous des gens pour assembler.
ça arrive à un moment de la semaine, il faut assembler tous les produits, eh bien, on n'a pas, du coup, on n'a pas besoin d'emploi. Tant qu'on n'a pas un volume très conséquent, on n'a pas besoin d'employer toute la semaine à temps plein ou même à mi-temps pour un jour semaine. Donc, on mutualise avec d'autres personnes. Et l'intérêt d'aller dans du multisectoriel, par exemple, c'est que les moments où il faut travailler ne sont pas les mêmes. Et donc, typiquement, ils en parlent à un autre endroit, hein, mais voilà, plus de travail en automne pour le pressage de fabrication des jus chez Jimmy et plus de travail en hiver pour Marc. Enfin voilà, c'est une manière de, avec les saisonnalités. Ici, on joue sur les saisonnalités, mais on pourrait jouer sur les secteurs où en fait, on mutualise en fonction des besoins des secteurs qui n'ont pas lieu au même moment. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un aspect intéressant du futur de ce genre d'organisation, de mutualisation, qui pourrait permettre à l'e-commerce local de trouver des solutions. Et je crois qu'aujourd'hui, au vu de la crise actuelle et donc des fermetures des magasins, vous avez peut-être entendu parler de l'e-shop belge qui en fait euh, rassemble toute une série d'e-shops de magasins de proximité. Ben pour moi, ce genre de plateforme montre bien l'intérêt d'une mutualisation et des gens qui pourraient mutualiser ensemble à certains moments. Ça nécessite d'identifier les points clés. Donc, par exemple, l'alimentation a besoin d'une gestion du froid. Ce n'est pas le cas d'autres types d'organisations. Et alors, vous avez par exemple aussi un autre exemple, la librairie.com, dont vous avez peut-être entendu parler. Ce sont tous des libraires indépendants qui se sont mis ensemble pour créer un système, une logistique partagée et qui va du point de vente en ligne à la logistique, la livraison, afin de surmonter les problèmes actuels et de concurrencer, on va dire, la grande distribution. Donc voilà, moi, mon point d'attention aujourd'hui, c'était vraiment la mutualisation et l'intérêt de la mutualisation multisectorielle. La logistique a énormément de points divers et variés, donc je voulais aujourd'hui attirer l'attention là-dessus. Bonjour à tous, désolé pour ce petit souci technique que je ne m'explique pas. Euh, donc je m'appelle Serge Mignon-Saint, je suis cofondateur et gestionnaire opérationnel de la société coopérative liégeoise Rayon 9 qui est dédiée à la livraison à vélo à Liège. Et donc, suite à l'intervention de Florence Lonzi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont complémentaires dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vais globalement vous présenter qui est Rayon 9 et ce qu'on fait, ce qui répondra à une série de questions que vous vous posez sans doute. Et puis, sur la question de la mutualisation, vous verrez à la fin de mon intervention qu'il y a un certain nombre de choses qui sont congruentes avec ce que Mme Nancy vient de vous dire. Donc, qui est Rayon 9? On est une société, une entreprise liégeoise qui est spécialisée dans le transport et la livraison à vélo cargo, transport de marchandises et de colis. Rayon 9 est constitué sous la forme d'une société coopérative agréée comme entreprise sociale, ce qui veut dire que nous avons une activité économique comme toute entreprise, qui est dans notre cas la livraison à vélo cargo et le transport à vélo cargo. Et nous poursuivons une finalité sociale, plusieurs finalités sociales dans notre cas, comme le font les ASBL. Et donc, on se situe un peu tout à fait à l'interaction de ces deux ensembles, le monde entrepreneurial classique et le monde de l'économie sociale qui poursuit plutôt des finalités à l'attention de la communauté. Alors, notre entreprise, elle a une petite histoire qui commence à grandir, mais qui est quand même assez récente. On a eu les premières idées, on a mis les premières idées sur la table en 2013, fin 2013. On a déposé les statuts quasiment 2 ans plus tard, après 2 années d'accompagnement par une agence conseil. Excusez-moi. Et puis, on a procédé aux premiers engagements du personnel et aux premières livraisons en avril 2016. La création de Rayon 9, elle est venue de 2 constats. D'une part, donc dans les 3 cofondateurs que nous sommes, on pouvait faire le constat que nos villes, et en particulier la ville de Liège,
est congestionné par le transport de marchandises qui en ville est responsable d'une grande part des émissions carbone et de la congestion du trafic. Tout qui a circulé à Liège, notamment sur les boulevards, tout qui a circulé à vélo à Liège et notamment sur les boulevards, s'est rendu compte que les pistes cyclables servaient de place de stationnement pour les camions, à défaut d'autres solutions. Je ne suis pas en train de diaboliser ici les camionneurs qui font leur travail également. Donc ça, c'est le premier constat sur lequel on s'est basé pour créer Rayon 9. Le deuxième constat, c'est qu'à l'époque où on s'y est intéressé, en tout cas, le taux de chômage des jeunes à faible niveau de qualification était très élevé en Wallonie. Il dépassait 50%. Donc ça veut dire que 50% des jeunes qui ont un faible niveau de qualification se retrouvaient sur le chômage et donc étaient de facto exclus du marché de l'emploi. Et donc, sur base de ces deux constats, on a tâché de réfléchir à une solution. Et alors, on s'est dit que la création d'une entreprise telle que Rayon 9, qui est donc dédiée au transport à vélo cargo, permettait à la fois de rencontrer le premier constat qu'on avait fait en améliorant la qualité de l'environnement, en apportant une solution qui, à l'époque, était innovante, et on l'espère et on le pense efficace au problème de mobilité en ville, et puis de proposer à des jeunes en difficulté d'insertion un emploi salarié de qualité, durable et utile. Alors on peut s'interroger sur ce qu'on met derrière la qualité de l'emploi. Le fait qu'il soit salarié permet une forme de protection sociale qui aujourd'hui en Belgique est malgré tout celle qui est la plus complète, qui permet, enfin, en tout cas la qualité de l'emploi est aussi définie par le fait que les jeunes qui travaillent chez nous ne doivent pas investir pour travailler, ils travaillent avec du matériel qui appartient à l'entreprise, les vélos, les téléphones, l'équipement, les vêtements, etc. Tout ça est payé par l'entreprise. Et puis, il y a toute une série d'autres critères qu'on s'est fixés, notamment au niveau de la qualité relationnelle qu'on essaye de mettre en place au sein de l'entreprise, de manière à ce que le métier de coursier, qui est un métier qui requiert beaucoup de compétences, puisse s'apprendre dans des conditions structurantes et respectueuses de tout le monde. Voilà, en gros, l'objectif qu'on poursuit, même si cette expression peut être relativement naïve, c'est rendre la société plus verte, plus équitable, plus solidaire. C'est vraiment notre objectif depuis 5 ans. Donc voilà, Rayon 9, en quelques chiffres, je l'ai dit, c'est une société coopérative agréée comme entreprise sociale. Elle compte aujourd'hui 120 coopérateurs, coopératrices, des personnes physiques pour la plupart, donc des personnes, des individus qui ont pris des parts dans Rayon 9. Quelques personnes morales, des associations, quelques clients qui ont aussi également souhaité faire partie de notre Assemblée générale. En tout cas, un ensemble de personnes qui partagent les préoccupations de Rayon 9 et qui ont apporté également un capital de démarrage de 80 000 €, qui nous a permis d'investir assez rapidement dans une forme professionnelle. C'était important pour nous dans le projet de démarrage de montrer que Rayon 9 se positionner comme un acteur professionnel de la livraison parce que, à l'époque, peut-être encore un peu aujourd'hui, quand on pense livraison à vélo, on peut penser à des étudiants sur des vélos à moitié bricolés avec des sacs isothermes sur le dos, qui roulent sur les trottoirs, qui sont payés à la course. Donc, on pense encore un peu à ces sociétés ubérisées qui sont présentes sur le marché de la livraison. Et qui, quelque part, montre un aspect du métier qui n'est pas du tout ce que nous, on pratique et qui n'est pas du tout ce que nous, on veut développer. Au niveau de nos activités, elles sont assez multiples, je vais essayer de les détailler. On travaille aujourd'hui sur les 5 codes postaux liégeois, ce qu'on appelle le Grand Liège, donc 4000, 4020, 4030, 4031, 4032, ce qui nous fait couvrir un territoire relativement grand. Depuis le début de la création de Rayon 9, on a effectué 42 000 transports à la force du mollet, donc 42 000 transports à vélo, 42 000 colis qui ont été transportés, enfin on va définir après ce qu'est un colis. On a parcouru 67 500 km, ce qui a permis d'éviter le rejet de 13 tonnes et demie de CO2 dans l'atmosphère. Alors ce sont des chiffres qui sont au regard
notre secteur qui est la logistique, et c'est des chiffres qui sont très modestes. Le territoire couvert est relativement petit, le nombre de colis est relativement petit, le nombre de kilomètres parcourus également, parce que dans notre secteur, il y a des géants de la logistique comme DPD, DHL, TNT, enfin toute une série de géants que vous connaissez de renom, qui transportent probablement ce nombre de colis à l'heure dans le monde entier. Et donc, voilà, on reste modeste par rapport à l'action qu'on mène. On sait que 13 tonnes et demie de CO2, ce n'est pas grand-chose. Et à la fois, on sait aussi qu'on n'en est qu'au tout début de notre histoire et que la logistique urbaine, la logistique douce a encore beaucoup d'avenir devant elle. Aujourd'hui, Rayon 9, c'est 6 personnes qui travaillent. Donc, il y a 2 personnes au bureau. Vous verrez Cécile qui passe avec un casque sur la tête, voilà ici, qui est au bureau avec moi et qui travaille également sur le vélo. Et puis 4 coursiers qui travaillent eux exclusivement sur le vélo. En voyant ma photo, je me rends compte que j'ai un tout petit peu pris les poils sur le bas du visage, que je devrais changer cette photo. Bref. Donc, ces 6 personnes, c'est aujourd'hui également 5 vélos cargo qui prennent des formes différentes en fonction de ce qu'on veut transporter. Il y a différents types de colis qu'on transporte pour des enseignes et des clients différents. C'est également 2 remorques qu'on peut attacher au vélo. Et donc, sur le vélo seul, on peut transporter un poids d'environ 80 kg et d'un demi-mètre cube. Et si on adjoint une remorque à cet attelage, on peut emmener 1 mètre cube supplémentaire et 150 kg supplémentaires. Donc, ce qui fait quand même des volumes et des poids relativement intéressants en ville. Alors, la remorque a été développée par une firme française qui permet d'atteler différents types d'équipements. Ici, elle est équipée d'un coffre fermé qui permet d'emmener des colis au sec et de manière sécurisée. On peut y adjoindre une fourche, voilà, je vais montrer ça ici, une fourche à palette qui, ici sur la photo devant Decathlon, qui permet d'emmener directement des palettes sans rupture de charge. Alors, au niveau de nos activités, au niveau de nos clients, à nouveau, ils sont assez nombreux et ils font partie, je dirais, d'univers fort différents. On a, je dirais, des clients qui appartiennent à l'écosystème, à des écosystèmes similaires à ceux dont Florence Lenzi a parlé tout à l'heure, la ceinture alimentaire, ou toute une série d'acteurs du circuit court dans lesquels on va retrouver la coopérative Ardente dont Madame Lenzi a parlé. On va retrouver des artisans boulangers liégeois qui livrent leur pain dans des magasins bio. On va retrouver bien entendu des magasins biologiques et puis on va retrouver d'autres types d'acteurs tout à fait différents, des restaurateurs, des sociétés qui livrent des fruits en entreprise, des grandes marques de la distribution, Decathlon, MediaMarkt, et d'autres acteurs qui, je dirais, ont un pouvoir d'inertie, en tout cas dans la décision plus grand que les petites structures. On pense à Proximus ou à l'Université de Liège, où les prises de décision sont peut-être un peu plus lentes, un peu plus lourdes en termes de passage par les différents échelons, et qui pourtant aujourd'hui s'intéressent à la logistique urbaine et nous font confiance pour la livraison de leur colis. Alors, plus précisément, quand on parle aujourd'hui de livraison, on imagine souvent que le coursier à vélo va livrer un colis d'un point A à un point B. En réalité, notre activité aujourd'hui, elle est un petit peu différente de ça. D'abord, il faut revenir au point A, vu que le point A, c'est notre entrepôt, là où on est installé. On dispose de pas mal de commodités ici où on est au Polymage de Liège. On a un bureau, un entrepôt qui permet d'accueillir toutes nos activités logistiques. Mais en réalité, je dirais que la forme principale de notre activité aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Alors, qu'est-ce que le dernier kilomètre? Je vais prendre l'exemple de 2 de nos clients qui sont en termes de volume, nos clients les plus importants aujourd'hui, c'est la société IFARD et la société coopérative Ardente.
qui font globalement tous les deux la même chose. Ils ont un site de vente en ligne qui met à disposition des produits de la ferme pour l'un et des produits de petits producteurs pour l'autre. Comme l'a dit Florence Manzi, il y a un jour de commande, les commandes s'arrêtent à un certain jour, les commandes sont préparées par ces deux sociétés, nous sont déposées en camionnette dans notre hub urbain, sont agglomérées en tournée intelligente, enfin en tout cas le plus intelligente possible, et puis nos coursiers démarrent du point A et partent pour une tournée par différentes adresses avant de revenir au point A, recharger leur vélo et puis repartent pour d'autres tournées. Et donc, on voit ici, par exemple, ces commandes qui sont prêtes au démarrage. En brun, ce sont des cartons de la société eFarms. En bleu, ce sont des bacs de la société La Coopérative Ardente. Les deux fonctionnent sur des modèles un tout petit peu différents au niveau logistique. On voit également que les commandes, dans les deux cas, contiennent à la fois des produits secs et à la fois des produits frais. On a eu la chance et je dirais l'opportunité de recevoir la visite de 3 inspections de l'AFSCA, ce qui nous a permis de nous mettre aux normes et d'établir avec eux une procédure qui nous permet aujourd'hui, qui est certifiée par l'AFSCA et qui nous permet aujourd'hui de prendre en charge des produits frais, des produits congelés et de les livrer dans le respect des normes sanitaires et des normes légales, des voies légales. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Et donc, ces tournées sont prêtes au démarrage et sont ensuite chargées par les collègues à vélo. Alors, on a également dans notre activité et au sein de notre entrepôt une activité de stockage qui est aujourd'hui relativement limitée. On stocke par exemple de la glace pour le glacier Frisac qu'on livre également à vélo ou les excédents, les invendus pardon, de deux magazines qu'on livre à vélo qui sont la société, qui sont les magazines Imagine, Demain le Monde et Médor que vous connaissez peut-être. Donc on livre ces deux magazines en point de vente et on stocke les invendus dans notre entrepôt. On a également, depuis 2 ans, diversifié un peu nos activités. Vous avez peut-être vu passer cet harnachement en ville. Donc, il s'agit d'un vélo attelé d'une remorque avec un conteneur spécial qui permet d'emporter des trottinettes, vu que nous gérons également une partie de la flotte de trottinettes en libre service pour la société DOT. C'est une activité qui est sujet à polémique. Beaucoup de personnes s'interrogent sur l'utilité de ce nouveau mode de transport et parfois sur je dirais le désordre que ça peut engendrer dans nos villes. Il se fait que ce sont des questions auxquelles nous avons apporté une réponse assez simple et catégorique. On s'est dit que si nous ne faisions pas ce type de transport serait réalisé par d'autres acteurs qui le réaliseraient peut-être moins proprement que nous. Alors, dans propre, qu'est-ce qu'on est? J'ouvre une petite parenthèse. On est donc installé ici au Polymage de Liège. Sur les toits, il y a des panneaux photovoltaïques qui permettent d'alimenter l'ensemble en électricité l'ensemble des occupants du Polymage. Et donc, nous aussi. Et donc, on a pu apporter à DOT une certification que les trottinettes rechargées dans notre entrepôt seraient rechargées avec de l'énergie verte, de la même manière que nos vélos à assistance électrique le sont également. Et donc, on s'est dit que ça rencontrait tout à fait notre première finalité, qui était d'apaiser un peu les centres urbains avec des modes de déplacement qui soient plus doux. Je vois le temps qui passe et je vais me dépêcher. Donc, juste en 2 mots, on a co-créé une fédération belge qui est la BCLF avec 5 autres acteurs belges, 5 acteurs qui ont des activités analogues aux nôtres. On fait partie également d'une fédération mondiale qui est la fédération Copcycle. Je dis mondiale, elle est devenue mondiale depuis peu. Elle était européenne jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et puis, au vu des demandes qui viennent d'ailleurs dans le monde, elle est devenue mondiale. Cette fédération a pour objectif de créer une solidarité entre les différentes coopératives qui la composent. Et comment, en mutualisant une série de services, on en est qu'au tout début à nouveau de cette histoire-là, mais il y a comme projet de mutualiser aussi bien des services administratifs, juridiques, commerciaux, marketing,
la formation professionnelle, l'onboarding de nouvelles sociétés et la création de caisses de solidarité. Ce qui est très pratique et très présent aujourd'hui, c'est la mise à disposition des sociétés qui composent cette fédération d'un logiciel de cyclo-logistique que je vais tâcher de vous présenter en quelques slides. Donc c'est un outil qui a été créé au départ à la faillite de Take It Easy, qui était une des premières sociétés de livraison de plats préparés à s'installer en Belgique. Un développeur a été sensibilisé, je dirais, par la situation des coursiers qui étaient du jour au lendemain mis sur le carreau, avec parfois des pertes salariales importantes, et qui n'ont pas été payés le mois où Take It Easy a annoncé en ligne sa faillite. Et donc, qui a commencé à développer une application avec l'objectif de la mettre à disposition des coursiers, vu que, peut-être le savez-vous, mais les applications des sociétés ubérisées sont constituées autour d'un code informatique relativement secret et d'algorithmes qui vont déterminer qui livre, qui ne livre pas, en fonction de performances assez peu transparentes, en tout cas d'indicateurs de performance assez peu transparents. Et l'idée ici était de mettre à disposition des coursiers un outil au code ouvert qui leur permette de maîtriser la manière dont les courses sont attribuées. Alors cet outil est né d'abord sous la forme d'une application de vente en ligne de repas qui fonctionne comme la plupart des applications ubérisées. Peut-être certains d'entre vous ont déjà commandé un plat préparé, donc on encode son adresse, on choisit son plat, on valide son panier, on paye, on encode un horaire de livraison et puis on peut suivre la livraison sur son écran. On travaille avec quelques restaurants, ce n'est pas notre core business, ce n'est pas notre activité principale. On n'a pas cherché à développer très fort cette activité pour des raisons de temps et d'énergie. Mais au-delà de l'application de food tech, comme on l'appelle, donc de livraison de plats préparés, cet outil de cycle logistique s'est petit à petit complexifié et permet aujourd'hui de gérer de A à Z une activité de livraison à vélo, donc qui permet d'importer des tâches depuis un fichier, un tableau Excel. Il permet d'exporter aussi les tâches qui ont été réalisées pour avoir un suivi. Vous avez sur la droite de l'écran l'ensemble des tâches qui sont non assignées, et puis dans le bas de l'écran à droite, les coursiers qui y travaillent. Alors en situation réelle, ça donne ceci sur une journée plus ou moins normale de rayon 9, une série de tâches à apporter qui se retrouvent à l'écran, et l'équipe de coursiers qui est ici en bas à droite, à qui on assigne des tâches. Cet outil de cycle logistique permet aussi à des magasins d'obtenir un compte et d'encoder directement des demandes de livraison. On travaille pour le magasin MediaMarkt qui propose la livraison à ses clients en magasin. Et donc, ils encodent des tranches horaires de livraison, d'éventuels commentaires sur la livraison, les informations de dépôt. Et cette information est poussée directement dans notre logiciel. Et donc, il ne nous reste plus, entre guillemets, qu'à l'assigner à un coursier pour qu'elle soit réalisée. On a également des modules de connexion à des e-shops. Il y a une API qui permet de connecter cette application à des e-commerce. C'est le cas notamment d'une fleuriste avec laquelle on travaille qui a été la première à se connecter à ce type de connecteur. Et donc, je vois, le temps est passé, les 20 minutes sont écoulées. Et donc, ces commandes sont directement, les adresses de livraison sont directement poussées dans notre application. Ce que je vous propose peut-être, c'est, comme on aime le faire dans les rencontres conférences du Hub et de Liège Créative, en fait, on donne toujours la parole régulièrement la parole à un étudiant du Venture Lab, donc l'incubateur de l'Université de Liège. Et aujourd'hui, on a souhaité donner la parole, donc c'est un temps très court, c'est 180 secondes, à Chloé Dautrimont, qui porte un projet au sein du Venture Lab. Et donc, je vais lui laisser la parole, 3 minutes, pour nous partager son projet. Tout d'abord, donc, je voulais remercier Madame Karine Francholet pour l'opportunité qu'elle me donne de vous présenter mon projet à tous. Je vais commencer par vous faire un petit tour de magie. Je vais deviner comment s'est passée votre matinée. Alors, ce matin, votre réveil a sonné, vous avez filé sous la douche, là, vous vous êtes lavé,
vous êtes sortis, pour la plupart d'entre vous, en tout cas je l'espère, vous vous êtes brossé les dents, vous avez mis du déodorant et là voilà, votre journée vient de commencer avec 4 produits dont les composantes sont potentiellement chimiques et peuvent être assez dangereux pour la santé. Alors maintenant que vous le savez, vous allez me dire que vous avez envie d'essayer des produits, des cosmétiques naturels, que vous avez envie d'y passer, mais que vous ne savez pas quoi choisir, que vous avez du mal à vous orienter et que vous avez peur d'être déçu. Et c'est là que moi j'interviens. Donc Sibélia en fait va vous guider vers les cosmétiques naturels qui correspondent à votre type de peau, qui respectent l'environnement à travers une expérience qui va être simple, conviviale et accessible à tous. Alors, vous savez à quel point c'est important d'aider les producteurs locaux, surtout pour le moment. Donc, évidemment, tous les cosmétiques sont wallons et fabriqués localement par des petits artisans. Alors, vous attendez sûrement un e-commerce et ce n'est pas le cas, du moins pas encore. Donc, en fait, concrètement, ce que je fais, moi, c'est que je vous propose les cosmétiques sur les réseaux sociaux pour le moment. Donc, chaque personne qui me contacte a la possibilité de répondre à un questionnaire qui va me permettre de déterminer son type de peau. Et alors, sur base de ça, je lui renvoie un catalogue qui est personnalisé en fonction de ses besoins. Alors, comment découvrir Sibélia? Je vous ai mis les réseaux sociaux sur le slide. Pour le moment, dans mon avancée, je suis forcément à la recherche d'une solution logistique qui est locale pour l'envoi des colis à toutes les personnes. Je suis aussi à la recherche de compétences en développement de sites web à moyen et à long terme pour développer. Je vous ai dit, ce n'est pas encore un e-commerce, mais c'est quand même un projet. Et donc voilà, ça c'est ce que je recherche pour le moment. Alors je suis sûre que malgré la période, chacun d'entre vous a envie d'offrir des cadeaux à ses proches, que ce soit pour Noël ou que ce soit pour d'autres occasions. Mais j'ai quelque chose à vous proposer. Alors moi, personnellement, j'ai conçu une offre pour Noël avec mes produits, mais pas que. Alors cette offre, en fait, elle est insérée dans un catalogue cadeau qu'on a créé en fait avec l'aide du Venture Lab qui regroupe 19 projets innovants sur toute la Wallonie. Et ce catalogue, il est fort diversifié. Donc, on vous offre des cadeaux locaux pour les fêtes. Et ça peut aller de l'alimentation à des cosmétiques, du coup, à des impressions sur tableau, même des friandises durables pour chiens. Donc, on a vraiment une offre super diversifiée dans ce catalogue que vous pouvez retrouver sur le site web. Alors, je vais le mettre dans le chat aussi et sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, si vous avez envie de nous découvrir et de découvrir chacun des projets, voilà, c'est une super bonne idée, on pense, pour les fêtes de fin d'année. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.